2 semaines de pause due à la célébration des 20 ans de l'intelligence d'Abidjan. Une célébration qui fera date certainement dans l'histoire de la presse papier en Côte d'Ivoire. La revue de presse en grand format reprend tous ses droits sur les antennes de l'intelligence TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue. Comme le dit l'adage, une image vaut 1000 mots. Cécile, bonsoir. À vous pour le sommaire. Bonsoir Ibrahim. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre. Ce sont 4 sujets qui seront débattus ce soir avec nos invités. Alors, l'inondation survenue au stade olympique Alassane Ouattara d'Emempe faisant suite à une interruption du match amical Côte d'Ivoire-Mali. Des sanctions ont été prises dans ce sens. Le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, a annoncé le jeudi 28 septembre 2023 le limogeage de la directrice de l'Office national du sport, ONS, Mariam Koné Yoda. Nous rappelons que le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, avait qualifié cet incident d'événement naturel pour lequel personne ne devrait être sanctionné. Après Alassane Ouattara, qui pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, le président du COGEPT, Charles Blé Goudé, s'est soumis à cette interrogation. Il estime que des personnalités comme Adama Bictogo, Koné Tiemoko, Fidel Sarasoro et Kandia Camara en ont les atouts. Ils trouvent pas contre que Tidiane Thiam et Patrick Hachi ne sont pas présidentiables. Au Mali, il n'est pas question de la succession du président, mais plutôt d'un report de la présidentielle prévu en février 2024. Un nouvel ajournement de la part des colonels par rapport aux engagements pris sous la pression de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue d'un transfert du pouvoir. Les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les 2 tours connaîtront un léger report pour des raisons techniques. Déclaration lue par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, depuis Bamako. Au pays des hommes intègres, l'heure est au bilan. 1 an de transition, que retenir exactement, surtout après cette tentative de putsch présumé qui survient 1 an après la prise de pouvoir par un coup d'État du capitaine Traoré le 30 septembre 2022. Vous faites bien de nous suivre, c'est tout pour aujourd'hui, mais l'émission continue avec Ibrahim Khalil Koné et ses invités. Nous vous donnons rendez-vous pour vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci Cécile Mobio pour tous ces sujets qui nous ont été présentés. Vous avez parlé des invités. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. Il s'agit de M. Ben Allah qui est administrateur de la communication. Monsieur Ben Allah, bonsoir. Je vous en prie, monsieur. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de l'intelligence TV pour aider le public à mieux comprendre ce qui a marqué l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Vous êtes sur ce plateau avec Beta Michel. Beta Michel qui est le directeur fondateur du journal Le Bélier. Monsieur Beta, bonsoir. Bonsoir Khalil et merci pour l'invitation. À vous également, on dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Beta Michel, Ben Allah, voici donc le duo qui va nous aider à décrypter l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. On va se retrouver dans quelques secondes seulement pour lancer le premier sujet. L'affaire Ebimpe fait déjà une première victime. La directrice générale de l'Office national des sports, Mme Mariam Koné
épouse Yoda, a été relevée de ses fonctions. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu hier, jeudi 28 septembre 2023. Ce limogeage, il faut le signifier, fait suite à l'inondation de la pelouse du stade Alassane Ouattara de Bimpe le mardi 12 septembre 2023 dernier lors du match amical Côte d'Ivoire-Mali. Elle a été remplacée par Ousmane Bané. Alors messieurs, on va commencer cette émission avec ce sujet. Je vous regarde tout de suite, monsieur Beta Michel, et je vous pose cette question. Quel est votre commentaire de cette actualité? Il faut dire que depuis la date de l'inondation, beaucoup d'Ivoiriens étaient à s'interroger. Qu'est-ce qui allait advenir après ce cuissant réveil, un instant qui nous a coûté des milliards? Pour un premier match officiel, on est à 15 minutes de pluie et puis bon, tout est arrêté. Quand serait-il advenu si nous avions commencé la CAN où doit se jouer le match officiel, le match d'ouverture? Voyez-vous, c'est des choses qui nous interpellent tous, même si nous ne sommes pas férus de football. Comment se font les travaux dans différentes structures? Moi, je dis pour nous autres journalistes, nous sommes toujours à la recherche de l'information. Et je me souviens qu'il n'y a pas longtemps même, j'ai vu un chèque qui portait la signature de la directrice de l'ONS, qui portait la signature de la directrice de l'ONS, où il était indiqué pour les fins des travaux de la pelouse, effectivement. Bon. C'est tout naturellement qu'elle en paye le prix quand ce n'est pas fait, quand ce n'est pas bien fait. Mais pour moi, je dis que ça relève d'un peu trop d'amateurisme dans l'exécution des travaux. Amateurisme de la part qui... Non, de tous ceux qui sont chargés à un certain niveau de responsabilité de conduire ces grands chantiers. Voyez-vous, vous savez, quand on dit l'eau sur une pelouse, il y a des simulations. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade où on fait des travaux et puis à la limite, on ne teste pas. On peut les tester sans même faire tomber de l'eau, une goutte d'eau. Mais ces simulations-là nous permettent de tester tout ce que nous faisons. Mais quand on voit 15 minutes de pluie et puis le stade est inondé à ce point-là, c'est-à-dire que même il n'y a même pas eu une expertise même pour regarder ce stade-là. C'est grave. Parce que vous imaginez un avion même qui vole. On ne va pas attendre qu'il tombe avant de l'expertiser, de voir un peu les simulations en termes de quand il y aura tel vent, quand il va se passer, quand il y aura telle pluie, qu'est-ce qui va se passer. Le Bénin a du matériel à cet effet-là. Je me souviens que j'ai visité cette salle de multimédia, de choses, visualisation de 3D, mais ils peuvent faire des simulations sur tout ce qui peut arriver comme intempérie autour de ce stade-là. Mais tout cela n'est pas fait. On paye les frais de ce stade-là. Je pense que tout a été payé puisque personne ne s'est plaint. Et aujourd'hui, à la première goutte d'eau, voilà où on en est. Mais attends, à qui la faute? D'accord. Elle est sanctionnée, mais à qui la faute? Il faut qu'on situe les responsabilités. Alors, une enquête doit être diligentée. Vous pensez qu'elle n'est pas responsable première de ce qui s'est passé? Vous pensez à autre personne? Non, je veux dire que... Je veux dire de façon honnête, elle a sa part de responsabilité. Mais il faut une enquête pour situer où ça n'a pas marché. Ce n'est pas que dans Limoges, les gens, puis on passe à autre chose. Non. D'accord. On a dépensé près de 20 milliards pour un stade. On vous a bien compris. Et puis, je vais finir pour vous dire que ce n'est même pas seulement le stade qui a été inondé, la pelouse. Mais les gens indiquent que même la tribune de presse a été inondée. Même les tribunes même couvertes ont été inondées. On vous a bien compris. Il y a quoi à faire. On va permettre à M. Benalla de se prononcer sur la question. Cette question. Je vous remercie pour cette préoccupation. Je crois savoir qu'à l'origine, ce stade a été donc un don du gouvernement chinois, dans un premier temps. Et donc, je ne suis pas là pour situer les responsabilités et dire que tel ou tel n'est pas responsable. Non, le gouvernement a fait justement à sa part en montrant le bon sens de la bonne gouvernance. Cela veut dire simplement que lorsque quelque chose ne marche pas, eh bien, on relève de ses fonctions les premières personnes qui sont responsables de ce département. Et c'est ce qu'elle vient de payer, la directrice générale de l'ONS. Et donc, pour cela, quand vous regardez la démarche du gouvernement, c'est dans sa logique des choses. Dans un temps un peu reculé, vous avez dû remarquer qu'à la RTI également, certaines personnes avaient été relevées de leurs fonctions qui, après, ont été ramenées. Donc, la gouvernance donc, du président Ouattara est tout à fait linéaire et donc ça permet donc d'aviser quant à
la bonne manière de faire pour les prochaines choses qui vont arriver. M. Betta a évoqué l'amateurisme de la part des personnes qui étaient... C'est trop dit la question d'amateurisme. Il faut déjà savoir qui a construit, qui est à l'œuvre donc de ces derniers chantiers. Parce que dans un premier temps, si le chantier a été ouvert, a été attribué et financé par un gouvernement, et après il y a eu des ajouts dans des travaux. Donc, il faut donc les récents travaux ont coûté 1,2 milliard de francs CFA. Mais ces travaux viennent donc s'ajouter. Oui, 1,2. Ok, ces travaux viennent s'ajouter sur des travaux antérieurs, n'est-ce pas? Alors donc, quand il parle d'enquête, je suis d'accord sur la vision donc, de l'enquête. Il faut effectivement des enquêtes assez parcimonieuses pour pouvoir disséquer qui a donc pu être à l'origine donc de ces gros dégâts. Alors, l'actualité est tombée hier. Beaucoup estiment que Mariam Koné n'est que le bouc émissaire. Il y a quelque part encore la grosse victime qui est là, qui n'est pas encore tombée. Non, la responsabilité... C'était pas du ministre des Sports qui devrait être sanctionné. Mais la sanction commence déjà par les premiers responsables. Et comme il a dit, si les enquêtes se poursuivent et qu'on se rend compte qu'il faut aller chercher ailleurs, ben, le gouvernement ne va pas hésiter à le faire. Ça, je ne doute pas du tout de la bonne gouvernance donc, de ce gouvernement. Moi aussi, la question, bon, je disais même tantôt à certaines personnes, lorsqu'on analysait le sujet, j'ai dit, le ministre devait mettre celui qu'il a nommé à l'aise. C'est-à-dire en lui-même proposant sa démission. Tu vois, quand on est arrivé à mener un chantier comme celui-ci, qui est un chantier de vitrine de ce pays-là, parce que vous n'oubliez pas, ce terrain devait accueillir, et il a été validé pour accueillir le premier match, le match d'ouverture de la CAN 2023, total 2023. Et c'est toujours d'actualité, c'est le stade qui va aboutir donc quand on arrive, la cérémonie de clôture, c'est le stade aussi qui porte le nom du président. Le nom prestigieux de notre président de la République. Quand on arrive à une telle responsabilité et qu'on voit des failles de telle nature, on met les gens à l'aise. Tu peux venir proposer sa démission. Moi, je pense que souvent, il faut qu'on ait la culture de ce que c'est ça qu'on appelle la responsabilité. Ce n'est pas la culpabilité. Non, il faut qu'on dissocie la culpabilité de la responsabilité. La responsabilité, c'est quand tu as assumé quelque chose pleinement, parce que c'est toi qui es allé devant les députés pour leur dire, il nous faut une rallonge de 20 milliards. Parce que voilà ce qu'on traverse. Et que ce stade prestigieux, il a besoin de ce montant pour être achevé. Et quand tu as fini cela, et quand tu viens constater à la première pluie, qui ne dure même pas 15 minutes, on constate tous ces dégâts. Il a présenté ses excuses. Benalla, ne me distrayez pas. Je veux dire que quand quand on analyse quelque chose, on analyse dans la plénitude. Le ministre justement a présenté ses excuses. Je dis, on est au stade de la responsabilité. On n'est pas au stade de l'amitié, de la camaraderie. Quand il vient et dit, je m'excuse, mais je pars. Parce que là où on en est arrivé, vraiment, je pense que ma personnalité était tellement engagée que je pense qu'il faut que je mette les gens à l'aise. D'accord. Voilà. M. Benalla, vous pensez aussi que le ministre des Sports, M. Dao Paulin, devait rendre sa démission? Non, je ne partage pas le point de vue de M. Betta. Non, je ne partage pas votre point de vue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se trouve justement dans la procédure des enquêtes. S'il s'avère qu'on trouve des responsabilités à certains niveaux, après les enquêtes, évidemment, le gouvernement va aviser. Moi, je parlais de mettre à l'aise ceux qui l'ont mis là. Oui, mais ça, c'est des questions, j'allais dire... éthiques. Voilà, c'est important. Personnelles. Oui, mais c'est ça. C'est la grandeur d'esprit. Et ça, vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un... Non, mais c'est pas, je parle de grandeur d'esprit. Je me rappelle que lorsque le Premier ministre a banni, a limogé, il a suspendu certains responsables lors de l'affaire des déchets toxiques. Il a suspendu même le ministre. Vous savez, dans ce pays, il faut qu'on apprenne à être responsable. La responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. Contrairement à ce que les gens pensent. Quand moi, j'ai assumé une certaine responsabilité, quand il y a des conséquences, il faut que j'aie la hauteur d'esprit pour dire vraiment, les gens, vous m'avez fait confiance à un moment donné. Mais voilà, je pense que quand ça faillit là, j'ai ma part. Mais je demande à me retirer.
le temps de peut-être conduire d'autres chantiers. On peut servir son pays à tous les niveaux pour qu'on y mette de la volonté. Donc, ce n'est pas forcément à ce niveau-là. Vous avez dit que non, c'est Félix Foubaye. Le président Ouattara, hier, au Conseil des ministres, hein, c'est l'actualité aussi, a parlé de remaniement au niveau du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à un départ du ministre Don Paulin? Vous savez, je ne suis pas dans la tête du président. Je ne sais pas les liens qu'il entretient, ces ministres. Mais moi, je pense que les ministres même doivent apprendre aussi que partir d'un département, ce n'est pas la fin. Il ne faudrait pas qu'on soit... Moi, souvent, je m'étonne, je me dis, d'un pays où le personnel politique ne manque pas, les intellectuels ne manquent pas. On assiste à une cumul de postes, c'est à croire que c'est les seuls qui peuvent assumer ces responsabilités. Non, il faut qu'on se débarrasse de cet attachement au poste, de sorte qu'on a l'impression que tu n'as pas autre chose à faire en dehors de ça. Moi, je dis et je me répète, c'est-à-dire que Ouattara change ses ministres, ça ne sera pas surpris, ils ont trop duré même. Il y a des gens qui ont 10 ans de ministère, c'est trop. C'est trop. Il y a autre chose à faire par un ministère. Pourquoi les gens aiment trop s'accrocher à ces postes-là? De sorte que tu as vu comment on voit la transhumance politique, elle est liée à ces attachements, à ces fonctions-là. Mais il faut te dire, tu as servi ton pays à un certain niveau de responsabilité aussi élevé, tu as trop fait. D'accord. Voilà. Monsieur Benalla. Bon, Monsieur Betta, j'ai l'impression qu'il a un problème de personne. Hein. Le fait de durer à un poste n'est pas forcément la solution, la clé d'une bonne gouvernance, parce que tel ou tel a fait tel nombre de périodes. Non, je ne dis pas que c'est... La durée, il s'agit ici d'évaluer les résultats. Nous parlons ici de résultats. Quels sont les résultats que nous tirons aujourd'hui de ce bilan gouvernemental? C'est ce qu'il faut regarder. On a aujourd'hui une plateforme de suivi gouvernemental, on a des logiciels, on a un certain nombre de travaux qui se font et des éléments qui permettent de mesurer justement la performance du gouvernement. Donc on ne juge pas, c'est comme un peu quand vous revenez en arrière, quand on avait dans le temps appelé Houphouët-Boigny de vieux gaga à la tête du pays parce qu'on l'avait accusé d'avoir trop duré, mais quelle a été la suite? Quand Houphouët-Boigny est parti, on s'est rendu compte que son expérience était bel et bien la meilleure et qu'il ne fallait pas justement chasser l'ancien parce qu'on voulait du nouveau. On ne fait pas forcément des bonnes sauces avec des nouvelles personnes. Non, pas nécessairement. Alors donc, ce qu'il faut regarder, c'est le résultat. Alors si tu veux regarder ce résultat dont tu parles. Pour moi, il faut regarder les résultats. Il ne faut pas juger à la va-t-en-guerre. Il ne faut pas avoir des préjugés sur les individus. Il faut évaluer les travaux. Alors, nous sommes ici dans un cas de figure où on a un projet de gouvernement. Est-ce que ces personnes correspondent au modèle que l'on désire? Est-ce qu'ils font le travail? C'est en cela qu'il faut apprécier donc la performance de chaque membre du gouvernement. D'accord, c'est bien noté. Alors, messieurs, on va progresser dans cette émission et s'intéresser à présent au deuxième sujet de cette émission. Le sujet est relatif à Charles Blé Goudé qui a fait une sortie médiatique le lundi passé. Il était sur une chaîne de télévision ivoirienne où il s'est soumis à un jeu qu'on a appelé « Dans la tête du président de la République ». Et Charles Blé Goudé, au cours de cet exercice, il a défini les personnalités politiques de ce pays qui sont présidentiables ou pas pour succéder à Alassane Ouattara à la tête de ce pays. Et en termes de personnalités non présidentiables, il a évoqué le nom de Tidjane Thiam. Il pense que Tidjane Thiam n'est pas présidentiable. Et la raison qu'il évoque, il a été éloigné des réalités du pays depuis 1999, après le coup d'État qui a renversé le président Bédié. Qu'est-ce que vous en pensez, Betta Michel? Non, moi, je ne vais pas juger le point de vue d'un individu, soit-il Blé Goudé. Moi, je pense que... Et vous, votre point de vue, c'est le... Non, moi, mon point de vue... Vous pensez que Tidjane Thiam est présidentiable? Moi, ce que je retiens de tout ce qui est responsabilité dans ce pays, je pense que d'abord, c'est la personne elle-même. Est-ce qu'elle veut cette fonction? Si oui, elle veut cette fonction, il y a des mécanismes. C'est les Ivoiriens dans le juger. Et ces Ivoiriens-là, ils sont nombreux. Il y a des électeurs. C'est ceux-là qui vont juger de ce que tel ou tel est capable de gérer ou pas leur pays. Ce n'est pas à moi
Mon point de vue, tu vois c'est pas, je suis un peu outré quand Ben Allah dit Beta a un problème de personnes. Tu sais, moi, ma seule préoccupation dans ce pays, je le dis toujours et je le répéterai, c'est la misère de ce pays. Et ce qui ne se fait pas bien, c'est ça ma préoccupation, c'est ça mon problème. Sinon, les individus, je n'ai aucun problème. Alors, est-ce que vous pensez que pour être président de la République, il faut être forcément très proche des populations, il faut rester en contact pendant bien longtemps avec les populations? Non, ce que je pense, c'est que c'est aux populations de juger de ce qu'elles estiment que vous êtes à même de les diriger. Et ces populations-là, c'est elles-mêmes qui vont apprécier votre contact avec elles. Mais je crois que les populations ivoiriennes sont suffisamment matures. Le jour que M. Tidiane Thiam, le ministre Tidiane Thiam, dira qu'il est candidat, il appartiendra aux Ivoiriens de le juger. Mais pour l'instant, nous retenons de lui que c'est un brillant intellectuel ivoirien qui a fait ses classes dans les institutions internationales. C'est un homme qui fait la fierté de notre pays au plan international, au plan national. C'est un homme qui a une lecture assez haute d'une responsabilité au niveau étatique. La preuve en est, lorsqu'en 1999, le président Bédié était malheureusement chassé par les militaires lui ont fait appel pour venir servir encore le pays. Il a dit, bon, vu que c'est un régime militaire, lui n'entend pas servir. Ce n'est pas l'individu. Hein. Il a dit, vu que c'est un régime militaire, il n'entend pas servir pour l'instant. Attendre que des élections se déroulent. Si le pays a encore besoin de lui, il viendra. Donc, il s'est mis toujours au service de son pays pour la bonne marche de ce pays-là. Moi, je dis que souvent, il a fait un bref rappel de son passage au Bénin et même du ministère. Donc, c'est vous dire que c'est quelqu'un pour qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect. Mais maintenant, quant à son équation avec les Ivoiriens, c'est aux Ivoiriens. Oui, parlant de respect, Blé Goudé l'a également signifié. Il dit qu'il a beaucoup de respect pour Tidiane Thiam, mais il estime qu'il ferait plutôt un très bon Premier ministre qu'un président de la République. Oui, sur la question, vous avez indiqué que Blé Goudé avait dit que M. Hachi n'était pas présidentiable, que monsieur... On va parler d'abord de Tidiane Thiam, et puis après on va parler de Patrick Hachi, et puis on va arriver à Blé Goudé lui-même pour voir s'il est effectivement lui-même présidentiable. Il parle de Tidiane Thiam, il se permet de faire des jugements de valeur, il a des personnes qu'il prétend connaître, donc il porte ses jugements, ça n'engage que lui. Et je crois avoir entendu également que lui-même il dit qu'il était présidentiable aussi. Mais il faut déjà qu'il arrive à se défaire de sa coupole juridique qui pèse sur lui dans un premier temps. Lui-même n'est pas encore exempt de la procédure judiciaire. Et en l'état, il ne peut pas se prévaloir de quoi que ce soit en matière de candidature. Et ça, c'est de la loi, c'est une question de droit, il faut le savoir. Donc, pour revenir donc sur le candidat Tidiane Thiam, est-ce que lui-même il est intéressé? Est-ce qu'il a fait... il ne l'a pas encore signifié clairement. On attendra donc de voir pour pouvoir donc porter des jugements de valeur. Ce que je le garde pour moi. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire a montré de par sa gouvernance à l'heure actuelle les valeurs qui sont les meilleures pour présider aux destinées donc, de la Côte d'Ivoire. Et ces résultats, ça se voit tous les jours. C'est avec le RHDP. Et c'est toujours avec le RHDP. Donc vous pensez que Tidiane Thiam, qui ne fait pas partie du RHDP, n'a pas le profil indiqué pour gérer ça? Je vais dire qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs hautement qualifiées dans le RHDP pour qu'on aille chercher ailleurs. Et parlant de valeurs, au RHDP... je ne sais pas ce qu'il dit. Parce que moi, ce qui me surprend, on parle en probable successeur à Ouattara, dont on a parlé de certains individus, et il estime que c'est le RHDP. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi vous voulez réduire ce pays-là au RHDP. Il y a plusieurs partis politiques. N'allons pas croire qu'en dehors du RHDP, personne ne peut conduire ce pays-là. Non, il faut arrêter cette manière, je dis, un peu réductrice de vouloir limiter les possibilités des Ivoiriens. Moi, je veux que... C'est une lecture. Non, c'est une lecture, mais elle est trop étriquée. Parce que ce qu'il faut retenir, tout ce qui concerne le jugement que le peuple va donner à son leader, il appartient au peuple d'en juger. Ce n'est pas des individus qui vont le réduire. La démocratie. Non, oui, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faut donner cette hauteur d'esprit-là aux Ivoiriens qui le méritent. Parce que c'est ces Ivoiriens qui vont estimer à un moment donné. S'ils doivent tirer au RHDP, s'ils doivent tirer ailleurs, c'est ça, eux, ceux qui reviennent sur le voilà. Et non pas à toi de leur dire que c'est le RHDP qui veut. D'accord, ça c'est bien compris. Les candidats sont libres. Au-delà de Tidiane Thiam, il est évoqué aussi le nom de Patrick Hachi, qui est l'actuel Premier ministre de la Côte d'Ivoire.
Et Blé Goudé estime que Patrick Achi n'a pas les atouts, les qualités qu'il faut pour être président de la République. Il estime que Patrick Achi est un Premier ministre et déjà dans l'action gouvernementale et ça pourrait jouer contre lui. Et les résultats ne sont pas probants? Le bilan gouvernemental n'est pas probant, n'est pas... Moi, je pense que sur ce plan-là, je vais rejoindre un peu Blé Goudé parce que ce qu'il faut retenir de la gestion actuelle, c'est tout le monde le dit, hein, c'est pas moi seul, qu'on est revenu à un système qui ressemble plus à un parti unique qu'au multipartisme. Ça nous donne l'impression qu'aujourd'hui... C'est quoi le côté qui montre que c'est un parti unique? Non, on a vu avec les élections. Les députés ont sorti des discours qui relèvent d'une autre époque que la Côte d'Ivoire. On dit, si vous votez un autre en dehors du RADP, vous n'aurez pas la manne gouvernementale pour construire votre... Monsieur Beta, à ces élections, tous les partis politiques ce discours n'est pas participé au RHDP. Il y avait le PPACI, le PDC... Oui, mais attends, quand on tient... Des individus, des candidats indépendants. Est-ce qu'avec une telle disposition, on peut parler de parti unique? Non, la question, c'est comment le RHDP, parti gouvernant, parti au pouvoir, appréhende la gestion des choses de l'État. C'est ça la question. Sinon, quand ils appréhendent les choses de l'État comme une propriété, c'est ça, on dit, on est retombé dans le système du parti. D'accord. Ils étaient tous candidats. Non, mais c'est pas la candidature, c'est l'appréhension ou bien la manière d'appréhender la question politique dans ce pays. Quand un parti politique qui est au pouvoir, dit que si vous n'avez pas voté pour moi... C'est pas le parti qui a dit ça. Non, mais c'est la leader du parti. Monsieur, on va fermer cette parenthèse, on va revenir au sujet. Le sujet, c'est Patrick Achi. Patrick Achi n'est pas présidentiable selon Blé Goudé. Est-ce que cela voudrait dire que, avec les raisons qui ont été évoquées, est-ce que cela voudrait dire que les actions posées selon le bilan du régime Ouattara laissent à désirer? Non, c'est un bilan hautement positif. Tout le monde est unanime là-dessus. Non, ça n'engage que Blé Goudé. C'est son avis personnel. Pourquoi Patrick Achi ne serait pas présidentiable? C'est lui seul qui le dit. Quand vous demandez à n'importe qui, il va vous dire, mais écoutez, ce bilan, il est élogieux, il est parfait, il est formidable. Vous savez, le président Ouattara a un leadership formidable. Il arrivait à prendre dans le PDCI, dans les différents partis, l'UDPCI, dans le FPI et dans différents partis pour en construire un RHDP puissant. Vous savez d'où est venu Patrick Achi? Vous voyez les performances du gouvernement. Mais ce montage, j'allais dire, de technocrates, c'est bien le leadership du président Ouattara. Et ça, on ne peut pas dire que les résultats ne sont pas efficaces aujourd'hui, ne sont pas des résultats probants aujourd'hui, qui ne sont pas à saluer. Tout le monde aujourd'hui est fier de ce qui se passe aujourd'hui quand on fait le bilan de la Côte d'Ivoire, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes de santé, en termes de projection dans l'avenir. C'est un pays qui est enviable, qui attire les investisseurs aujourd'hui. A contrario, c'est un pays qui ne présente que des aspects d'insécurité et qui sont de nature à faire reculer, à faire repousser donc les investissements étrangers. D'accord. Voilà pourquoi il faut donc consolider donc la paix sociale qui prévaut actuellement sous le régime Ouattara. C'est bien noté. Alors, monsieur Cécile a cité ces noms-là pendant son passage à la télé. Fidel Sarasoro, qui est ministre directeur du cabinet du président Alassane Ouattara. Konétié Moko, l'actuel vice-président de la Côte d'Ivoire. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, sont des personnalités qui ont les atouts qu'il faut pour gérer ce pays. Je vous vois en train de sourire, M. Beta. Qu'est-ce que votre sourire veut dire? Non, je dis c'est trop de pommades qui sont adressées à des individus. Je ne sais pas pourquoi. Vous pensez que ces personnes qui ont été citées ne sont pas aptes à gérer ce pays? En fait d'abord, je le dis pour ce qui concerne la gestion de ce pays, c'est une relation entre celui qui veut diriger et les Ivoiriens, et les populations ivoiriennes. Moi, quand j'observe un peu ces personnes-là, je veux les regarder dans leur démarche de tous les jours. C'est des personnes, il ne faut pas se cacher, c'est des personnes qui ont mis la Côte d'Ivoire même, ils ont descendu la Côte d'Ivoire. Politiquement, ils ont descendu la Côte d'Ivoire. Quand tu vois un homme comme Bictogo qui a dit, si tu n'es pas un RADP, libère le tabouret. Vous voyez, on n'a jamais entendu ce genre de discours-là en Côte d'Ivoire.
On ne l'a jamais entendu. Et c'est ce discours-là qu'ils mettent en avant. Est-ce que ce discours-là, c'est suffisant pour juger d'un parti politique? Non, ça ôte ses qualités. Ça ôte ses qualités. Parce que vous imaginez, la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça engage le parti politique? Ça engage tout le parti. Parce qu'il a dit, au nom du parti, il a pris la. Moi, ce que je veux dire, ça engage sa personnalité même en tant qu'acteur politique. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, nous la voulons unie. Nous la voulons rassembler. Et le rassemblement impose que tu peux avoir ton opinion et partager certaines valeurs de l'État. Donc, on ne peut pas te dire que parce que tu n'es pas RHDP, tu n'as pas droit à occuper certaines responsabilités. Donc, vous pensez que Victor en disant il n'est pas... Il s'est discrédité politiquement. Moi, personnellement, il s'est discrédité discrédité politiquement et je crois pas. Je crois que c'est la pommade peut-être que Blé Goudé voulait mettre sur ces individus-là. Mais je ne vois pas dans ces individus. Quand il y a Camara également... Écoutez, on ne va pas... Non, mais nous faisons... Non. Écoutez, je vais m'arrêter là, s'il vous plaît. Alors, parce que vous ne voulez pas monsieur dire Benalla, je pense il estime que c'est de la pommade. C'est de la pommade qui l'a... En juger par leurs actions quotidiennes, par leurs actes. C'est l'avis de M. Betta. Je ne partage pas ce point de vue, pas du tout. Moi, je pense que le moment viendra où le parti va choisir son candidat. Le parti est assez fondé pour trouver des valeurs en son sein. Et donc, ce n'est pas les commentaires d'un individu, fut-il un expert peut-être en stratégie ou en projection politique, qui va nous dire telle ou telle personne a le meilleur profil. Non, le parti a assez de compétences en interne pour pouvoir choisir en son sein. Voilà. Même quand il y a Camara, Betta estime qu'elle n'est pas... Elle a géré l'éducation nationale. Et vous connaissez elle a donné des résultats tangibles à l'éducation nationale. C'est la première femme qui est venue à ce poste et qui a montré sa dextérité à ce poste. Jamais avant, mais écoutez, elle a pris ce département au sorti de la crise, où il n'y avait même pas une seule table. Bon, ça oui, dans ce pays, tout avait été saccagé. Vous vous rappelez très bien que nous n'avions pas de table banc, nous n'avions pas d'infrastructure, et il a dû donc travailler, elle a dû donc travailler, on a dû donc travailler dans un environnement très hostile, s'il vous plaît. Et donc nous sortions donc de la crise, on sortait donc du Golfe, où il y avait vraiment des infrastructures qui étaient vraiment saccagées au sorti de la crise, et il fallait donc quelqu'un pour rétablir les choses, et elle a su faire son travail. Et ça, il faut lui tirer le chapeau, parce que c'est la toute première femme à ce poste-là qui a relevé à l'éducation nationale. Alors, monsieur Benalla, on parlait de Kwame tout à l'heure, non? Monsieur Benalla, je voudrais que vous puissiez réagir sur ces propos de monsieur Betta. Non, je parle... elle était à l'éducation de base. Monsieur Benalla, je voudrais que vous puissiez réagir aux propos de monsieur Betta qui dit que Adama Bitoko n'est pas présidentiable parce que dans un passé, il a tenu des propos où il a dit que quand on n'est pas RHDP, il faut libérer... Oui, la question de Tabouret, je l'ai entendue, mais ça n'engage que monsieur Bitoko. Oui. Ça n'engage que ce n'est pas grave à ton sens. Non, ça n'engage pas le parti. Ça ne peut pas engager le parti politique qui... il a parlé quand même en tant que cadre responsable. À l'époque, il était directeur exécutif du RHDP. Non. C'est sous cette casquette qu'il parlait. Non, je me souviens très bien qu'il y avait la question du Sorodium qui était à l'Assemblée nationale à l'époque. Est-ce qu'au moment où Sorodium était à l'Assemblée nationale, il était directeur exécutif du RHDP? Oui, il était toujours directeur exécutif du RHDP. C'est récemment qu'il a été, avec la restructuration, qu'il est passé... Il n'était pas encore, c'était M. Soumarouge qui était le responsable du RHDP à l'époque, je me souviens très bien. Les propos qui ont été tenus par Adama Bitoko ça n'engage que M. Bitoko. Ça n'engage pas le RHDP, qui est un parti assez structuré, assez responsable, et qui vous êtes membre du RHDP, s'il vous plaît? Comment? Vous êtes membre du RHDP? Non, écoutez, c'est pas, ici, je ne parle pas de ma chapelle politique, non. Je veux savoir quand même, il faut qu'on sache qui vous êtes. Ici, nous faisons des jugements pas politiques. Nous venons ici en consultant, détachés donc, des partis politiques, et nous avons ici le droit de l'impartialité. D'accord, c'est bien noté. Alors, messieurs, nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour s'intéresser à un pays voisin, le Mali, mais ça sera juste après cette transition. Je voudrais préciser à l'endroit de nos téléspectateurs, de tous nos internautes, qu'à partir de vendredi prochain, il y aura une nouvelle configuration dans cette émission. Vous aurez l'occasion de nous appeler en direct
pour réagir, pour participer au débat. Vous aurez donc l'occasion de réagir aux propos de Beta, de Benalla, de bien d'autres personnes qui viendront sur ce plateau. Si vous n'êtes pas d'accord avec des avis, des opinions, ne vous privez pas de nous appeler et puis réagir. Donnez aussi votre avis parce qu'à la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. À tout de suite. Il n'y aura pas de présidentielle au Mali pour février 2024. Les autorités militaires de la transition malienne ont décidé du report de la présidentielle initialement prévue pour février 2024 à une date qui reste encore inconnue pour des raisons techniques selon les termes utilisés dans le communiqué produit le lundi 25 septembre 2023. Monsieur, je soumets ce sujet à votre sagacité pour savoir ce que vous en pensez. Je commence avec vous. Moi, je ne suis pas surpris quand vous avez vu la pirouette, je dis bien la pirouette de ces jeunes militaires au Mali. Vous comprenez que ces personnes n'étaient pas de bonne foi. Déjà, il y avait eu des jeux de ping-pong avec la CEDEAO. Ils avaient donné langue à la CEDEAO, après ils ont reculé. La communauté a dû, à un moment donné, lever les sanctions pour les permettre de faire un pas en avant. Mais le résultat, tout le monde l'a vu. Ils ne sont pas de bonne foi, les militaires. Et c'est pour ça, justement, qu'on ne souhaite pas que les militaires soient au pouvoir, parce que la démocratie exige que les militaires restent en caserne et sécurisent le pays, s'en assurent que le pays est stable pour attirer les investisseurs étrangers. Tant que les militaires seront au pouvoir et que les militaires vont rentrer dans la gestion politique, eh bien, il y a un problème de sécurité. Ils ont quand même évoqué des raisons techniques. Vous savez que récemment, il y a eu un référendum, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée. Mais et les militaires estiment qu'il faut rendre conforme cette nouvelle constitution à la loi électorale. Moi, je dis plutôt que c'est dilatoire. Quand vous regardez le fil conducteur depuis le début des événements au Mali jusqu'à maintenant, vous comprenez qu'ils font du dilatoire pour conserver le pouvoir. C'est pareil que, je veux dire, dans les pays voisins, la Guinée, que ce soit le Burkina. Vous allez voir que ces militaires seront dans la même logique de vouloir donc tripatuer les textes constitutionnels et après, c'est eux-mêmes qui seront des candidats ou qui voudront donc s'éterniser. Mais dans tous les cas de figure, ils ont le fusil au bout des mains. Et donc, la population civile ne peut que subir. Et ça, ce n'est pas fait pour attirer les investisseurs étrangers dans le pays. D'accord. C'est un problème gros de sécurité dans le pays. Ce report, ça vous surprend? Non, mais moi, pour ma part, il faut dire que les militaires sont dans leur logique. Parce que, vous savez, le référendum n'a pas le même enjeu qu'une élection présidentielle. Le référendum, c'est pour un test. Pour que l'élection présidentielle, d'autres candidats vont se signaler. Tout à fait. Et là, il faudra que, si les militaires veulent toujours conserver le pouvoir, il faut qu'ils bataillent, il faut qu'ils ferraillent. Et là, je ne suis pas sûr que ce peuple-là veut continuer avec ces militaires-là. Parce que la baïonnette, ils ont la baïonnette en main, le fusil en main, donc tout le monde est muselé. Tout à fait. Aujourd'hui, tu n'entends pas au Mali une opposition, ce qui est contraire à l'esprit même du peuple malien qui s'est battu pour avoir un début de multipartisme, un début de démocratie. Que la démocratie est... Non, elle est très en mal, elle est sous les teignoirs actuellement. Aujourd'hui, quand ils vont engager une élection... Mais non, il ne faudrait pas oublier le Mali d'ATT. Vous ne vous souvenez pas ce seul militaire qui, après avoir retiré le pouvoir à un régime dictatorial, a organisé une élection démocratique, s'est retiré. Oui, tout à fait. Donc les Maliens ont souffert pour avoir leur début de démocratie. Ces militaires ne sont plus prêts. Un vrai recul à cette fois-ci. Ces militaires ne sont plus prêts à leur offrir ça. C'est pourquoi ils reportent et ils vont aller de report en report. Moi, mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas s'éterniser au pouvoir. Le pouvoir, il est moelleux, il est doux. Mais comprennent que nos responsables, nos chefs d'État comprennent que ce n'est pas leur propriété. Et il faut faire tout pour quitter. Pour quitter après avoir servi son pays. Si tu estimes que tu es venu servir, tu as servi suffisamment. Tu vas faire autre chose. On peut servir son pays, comme il me le rappelait, nous rappelait Félix Sobagny, on peut servir son pays à tous les postes, pourvu qu'on nous mette du sien.
il peut servir ailleurs. ATT est parti servir à l'international. Il est revenu et puis il a été élu par le peuple encore. Donc bref, il faut dire que le Mali, vous avez montré l'exemple. Continuez sur cet exemple-là. Mais ne nous enfoncez pas dans une situation qui ne fait qu'empirer la misère. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, souvent, j'observe un peu dans nos rues à Abidjan. Nous avons beaucoup de mendiants. Mais demande à ces enfants-là d'où ils viennent. Ils vont te dire qu'ils viennent tous du Sahel, du Mali. Parce que aujourd'hui, il y a un déplacement énorme de population. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il y a des situations qui sont difficiles que nos populations vivent au Mali. Quand je dis nos populations, je me considère comme Malien. Nous sommes tributaires. Parce que moi, personnellement, je me dis l'Afrique, il ne faudrait pas qu'on se leurre. L'Afrique n'est pas divisée. L'Afrique, c'est un même peuple. Mais il faut un même peuple qui va vers le développement, qui aille vers le bien-être social, le bien-être de ces populations. D'accord. Et c'est dans cela nous sommes engagés. C'est compris. Alors, Benalla, vous avez déjà ébauché la question. Est-ce qu'on va assister à une série de reports de ce type-là dans des pays, dans d'autres pays qui sont actuellement dirigés par une transition militaire? Dans le Burkina Faso, où l'élection présidentielle est prévue normalement pour juin 2024 et en fin 2024, on devrait assister à une élection présidentielle en Guinée-Conakry. Est-ce que déjà avec ce report, vous avez des inquiétudes? Mais évidemment, on est très inquiet. Quand vous avez écouté le discours de ces leaders à la tribune des Nations Unies récemment, vous avez écouté M. Doumbia à la tribune des Nations Unies. Et le ministre de la fonction publique qui représentait le Burkina Faso. Oui, mais attends, on prend juste la France comme bouc émissaire, mais dans le fond, quand vous regardez bien la démarche, c'est bien pour conserver le pouvoir. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Et donc, c'est très facile de prendre le peuple qui est, j'allais dire, pas très instruit dans sa majorité, et donc d'en faire un chiffon pour donc animer la galerie, mais dans le fond, il faut trouver les prétextes pour pouvoir rester au pouvoir. Et vous allez voir que ça va se poursuivre aussi bien au Burkina Faso, en Guinée, ainsi de suite, et le Niger voisin. Donc ça ne nous surprend pas. Il faut comprendre que tant que les militaires vont s'accaparer du pouvoir, l'Afrique va toujours aller en arrière. Personne ne va venir investir dans un pays où il y a un fusil sous la tempe. Vous êtes investisseur, vous avez votre investissement à faire, vous venez en Afrique, vous cherchez un environnement paisible. Vous n'irez jamais là où il y a les coups de feu. Voilà, c'est ça, il faut le comprendre. Alors, Beta, effet contagion également pour les autres pays? Non, mais c'est inévitable. Moi, je dis même quand on va un peu plus loin, on regarde un peu l'attitude des différents pushistes, ils ont créé une union entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se braquer contre toute autre intervention. Bon, aujourd'hui, ils sont dans une logique vraiment de durer au pouvoir. Moi, je prie que vraiment la sagesse les habite, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait en sorte que la menace même n'a plus d'effet sûr. Voilà, mais quand la menace n'a plus d'effet sur eux, ce sont les populations qui souffrent parce que les crédits qui étaient annoncés par certains bailleurs de fonds pour conduire le développement sont bloqués. Oui, donc là, on est à un niveau de choses, de développement, je dis, très limité. Et ça c'est pas fait pour arranger la majorité des populations. Vous savez, le programme social de lutte contre la pauvreté lancé par les institutions internationales, ça prend en compte un certain nombre d'investissements et un certain nombre de moyens qui seront mis à la disposition des populations. Mais vu que le régime est rentré dans une rupture avec les partenaires internationaux, il va être rendu que ces moyens-là ne seront pas disponibles. Et je ne vous cache pas que ces pays-là, ils ont coupé avec la BCEAO. Actuellement, on se pose la question, comment vivent les populations? Et ce qui est grave, donc, pour rajouter à ce que vous dites comme commentaire, la Côte d'Ivoire va payer gros pour cela parce que vous regardez le flux d'immigration en Côte d'Ivoire. Ils se rabattent sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne fait pas ressortir. Moi, j'ai dit souvent... Et la Côte d'Ivoire est étranglée au fur et à mesure. Parce que vous avez 3 pays qui font une ruée sur la Côte d'Ivoire, mais le niveau dans les flux migratoires, ce n'est pas contrôlé. Je ne sais pas si les Ivoiriens font le même constat. Mais moi, je vous dis que je suis un peu à Treichville. C'est, comme on dit, la commune de Zassa. Mais tu vois, c'est des hordes de population qui se déplacent avec leurs enfants, avec leurs femmes, et puis sans travail, en train de faire la gamette partout. Mais il faut qu'on attire l'attention de nos autorités sur ces faits-là. Et c'est ceux-là qui insultent la Côte d'Ivoire pour autant, qui ne voient pas. D'accord, monsieur.
Alors, vous parlez de ces pays-là. Au nombre de ces pays, on a le Burkina Faso qui, demain samedi déjà, 30 novembre 30 septembre, voilà, je suis un peu en avance de 2 mois, 30 septembre 2023, ce pays va célébrer, sinon va connaître l'an 1 de la transition qui est gérée par le capitaine Ibrahim Traoré. On va en faire le bilan, mais je voudrais vous proposer que ça soit juste après ceci. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse au grand format. C'est l'émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec nos invités. Ce soir, nous avons avec nous sur ce plateau M. Beta Michel qui est journaliste, directeur fondateur du journal Le Bélier. Et à ma gauche, vous avez M. Ben Allah, administrateur de la communication. Voilà donc nos deux invités qui nous aident et qui vous aident aussi justement à mieux comprendre l'actualité d'ici et d'ailleurs. L'actualité d'ailleurs, c'est justement le Burkina Faso qui sera à l'an 1 de sa transition demain samedi 30 septembre 2023. Beta Michel, quel bilan on peut en faire? Moi, d'abord, je voudrais dire que ces coups d'État à répétition dans la sous-région sont de nature à freiner non seulement le développement, mais le bien-être des populations. Parce que moi, je suis plus axé sur les populations. Puisque aujourd'hui, on parle au Burkina Faso, quand on fait le bilan, on dit 17 000 morts depuis le déclenchement de tout ce qui est djihadiste, de la montée de djihadistes, 17 000 morts. Plus d'1 million de déplacés de population. C'est vrai que récemment, les autorités ont dit avoir aidé certaines populations à retourner, mais le flux migratoire continue. Et ça, qui en paye le prix? Qui en paye les conséquences? C'est les populations qui en souffrent. Je vais dire quoi? Je vais dire qu'aujourd'hui, les pushistes ont brandi ce nouveau terme qu'ils ont galvaudé, une souveraineté assumée. Vraiment. Mais, et quand ils ont galvaudé ce terme-là, ils ont un nouveau narratif. On veut nous enlever le pouvoir. On veut, un coup d'État a été déjoué. Et quand on inclut ce narratif-là, on commence à arrêter des individus sans procès. Je n'imagine pas tous ceux qui croupissent aujourd'hui dans les prisons sans procès au Burkina Faso. Sous prétexte que quelqu'un les a soupçonnés, quelqu'un prétend, et sans... Non, il faut arrêter ça. Moi, je le dis parce que quand un pays frère vit ce genre de situation-là, j'imagine les familles endeuillées, j'imagine les populations, même parce qu'en Afrique, lorsque vous avez une responsabilité, c'est tout un village qui sont aujourd'hui malmenés parce qu'on accuse un des leurs d'être lié à un quelconque coup d'État, on infantilise une partie des populations pour sortir parce que le pouvoir est attaqué. Vraiment, pour avoir vécu ça aussi en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une rhétorique. C'est une rhétorique. C'est une rhétorique on a trop souffert. Hein, on a souffert de tout cela et vraiment, je crois que le Burkina ne mérite pas ça. Et avec elle, ses populations. D'accord, c'est bien noté. Alors, oui, Benalla, oui, est-ce que vous pensez que la transition a déjà échoué? Absolument. Lamentablement, j'ai pu le dire, c'est une honte pour l'Afrique, c'est une recul du siècle, quelques siècles en arrière. Le Burkina aujourd'hui, ça fait pitié. Vous voyez les flux migratoires qui abondent sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez des zones de no man's land qui sont par exemple de la zone de Dori, le nord, l'extrême nord du Burkina, où des populations ne peuvent même plus y arriver. Vous avez des militaires qui meurent comme des mouches. Pourtant, ils ont dit que c'était sous le prétexte justement de cette action de tant de morts causées qu'ils ont fait le coup d'État. Ils ont changé de régime. Mais c'est pire que par le passé, quand on enregistre le nombre de morts qui sont comptés chaque jour au Burkina Faso. La dernière gaffe qu'il a commise, justement, le capitaine, c'est de prétendre envoyer des militaires aller faire la guerre au Niger. Il a saisi donc le Parlement à l'effet donc de voir voter donc
une telle initiative, mais la population a commencé à grouiller, notamment les militaires. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que les gens le regardent qu'ils sont contents de lui, non. C'est parce que les gens ont le fusil sous la tempe. Et tant que les militaires ne vont pas comprendre que leur place, ce n'est pas de rester au pouvoir, que c'est plutôt dans les casernes, pour assurer la sécurité des biens des personnes, eh bien l'Afrique ne va jamais s'en sortir. D'accord, alors monsieur, il reste 10 mois pour que cette transition prenne fin. Est-ce que déjà, vous pensez que ça va prendre fin déjà? Comment vous entrevoyez ces 10 mois-là, ces 10 mois qui restent? En fait, comme on l'a dit, c'est 10 mois d'incertitude. C'est 10 mois dans lesquels encore les populations vont souffrir. Mais je parie qu'après ces 10 mois-là, ils auront des arguments pour justifier encore de maintenir encore leur régime dans la forme actuelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ce n'est pas facile même pour ces ça. C'est toute l'aide internationale, toute l'aide qui venait au Burkina est gelée. Donc aujourd'hui, moi, je me demande comment ils arrivent à tenir le quotidien. C'est toute la grande question. Et avec le quotidien, les investissements dans un pays aussi pauvre que le Burkina, voilà des questions essentielles qui m'a pas, sur lesquelles je souhaite que les dirigeants se prononcent plutôt que de vouloir servir aux gens. Bon, on a déjoué un coup d'État, on essaie, et puis il n'y a jamais eu de procès autour de ces coups d'État-là pour que chacun vienne s'expliquer. Parce que c'est trop facile d'accuser quelqu'un de vouloir te déstabiliser sans que tu n'aies envoyé des arguments. Il y a des hommes en tenue qui ont été même arrêtés. Tu as vu tout cela sans procès. Mais il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit sans procès. C'est ça la question. Sinon, je ne dis pas que c'est faux automatiquement, mais j'ai dit, quand on veut arrêter quelqu'un, on lui en fait un procès, de sorte que la personne aussi puisse s'expliquer, puisse justifier pourquoi on l'accuse. Mais ça, cela n'agisse pas. Et puis bon, les gens sont emprisonnés, ils sont gardés. Voilà, c'est dommage. Hein. Moi, je pense que le peuple burkinabé mérite mieux. Et je prie Dieu que vraiment la sagesse habite les dirigeants actuels. Merci beaucoup, messieurs, à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc la fin de cette émission. Mais avant de boucler définitivement, je voudrais rappeler encore à nos internautes, à nos téléspectateurs qu'à partir de la semaine prochaine, le vendredi prochain, déjà, vous aurez l'occasion de participer à cette émission, de vous faire entendre, de faire connaître vos opinions dans cette émission. Il vous suffira tout simplement de nous appeler à partir d'un numéro de téléphone qui sera communiqué ce jour-là sur vos antennes. Et vous pourrez donc nous appeler puis contredire. Si vous n'êtes pas d'accord, nos invités qui sont sur le plateau, c'est bien sûr le bien fondé de cette émission, donner la parole à tout le monde, faire comprendre, faire entendre toutes les opinions. Merci, messieurs Beta, Benalla, d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre rendez-vous, une autre émission de la revue de presse au grand format. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Très bientôt.